C'est Xavier Morin qui est appelé, Xavier Morin du CNRS de Montpellier pour parler du rôle du mélange d'essence sur la sensibilité au changement climatique. Vous êtes là? Oui, oui, je suis là. Je remets ma vidéo. Alors, donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Xavier Morin. Donc, je suis chercheur CNRS en écologie forestière, donc, comme vous l'avez dit, au CEF à Montpellier. Et je travaille plus particulièrement sur l'impact du changement climatique sur l'aire de répartition des espèces d'arbres et sur le lien entre diversité, notamment en termes d'essence forestière, et fonctionnement de l'écosystème forestier. Donc aujourd'hui, vous m'avez demandé de parler donc, du rôle du mélange d'essence sur la sensibilité ou la vulnérabilité au changement climatique. Alors j'ai essayé donc de faire un petit passage en revue en essayant d'être le plus large possible. Donc je suis désolé, je ne pouvais pas être avec vous ce matin, mais alors j'imagine qu'il y a déjà un certain nombre de sujets qui ont été abordés d'après ce que j'ai vu sur le programme. Mais je trouvais utile tout de même de rappeler que le changement climatique impacte donc fortement les arbres et les forêts. Notamment, c'est assez bien documenté des effets sur la phénologie des espèces, c'est-à-dire la date d'occurrence de leurs différents éléments de cycle de vie, comme le débrouillement des feuilles ou des fleurs, l'apparition des fruits. Et également un effet sur la productivité donc des écosystèmes forestiers, avec globalement, en moyenne en Europe actuellement, plutôt une augmentation, et donc en France, une augmentation de la productivité moyenne, mais on sent un tassement en fait, de cette tendance. On va voir notamment pourquoi, notamment à cause d'événements de mortalité importants qui sont de plus en plus fréquents et forts, notamment au cours des 30 dernières années. Alors moi aussi, hein, j'ai mis une photo du Ventoux. Hein, voilà. Bon, celle-là date un petit peu, mais voilà, on voit donc très bien les sapins qui ont séché dû à ces événements de stress hydrique à l'intensité et à la fréquence de plus en plus importante. Oui, le graphe que j'ai mis là, c'est juste une publication qui montrait notamment en zone méditerranéenne, en Europe, une augmentation de la défoliation moyenne des peuplements sur les 20 dernières années. Il y a également, c'est des impacts forts, notamment d'attaques de ravageurs qui suivent généralement d'ailleurs les sécheresses. Une augmentation du risque de feu aussi qui est liée au réchauffement climatique et aux sécheresses. Et tout ça a pour conséquence notamment des changements donc, de répartition d'espèces en latitude, mais aussi en altitude, et in fine des changements de composition des espèces, des communautés forestières. Également, bien sûr, il était important de rappeler que donc, il y a de nombreux services qu'on appelle les services écosystémiques, donc qui sont fournis par les forêts, hein, dont je pense que tout à chacun a fait l'expérience. Donc voilà, c'était juste une illustration un peu rapide de ça. On peut les catégoriser un peu plus, hein, aussi bien depuis donc, la production de produits ligneux ou non ligneux, la protection contre l'érosion des sols. Bien sûr, les forêts hébergent une grande partie de la biodiversité, notamment en France. Également, ensuite, on a vraiment cette fois des services très liés à la vision qu'ont nous, les êtres humains, notamment en termes de cadre de vie, de loisirs ou de dimensions esthétiques ou culturelles. Également, donc, les forêts permettent d'améliorer la qualité de l'eau et ont un fort rôle dans la régulation du climat. Alors, j'en parlerai pas beaucoup plus aujourd'hui, mais c'est notamment pour ça que les forêts sont aujourd'hui vraiment sous forte pression, notamment en termes de leur rôle d'adaptation au changement climatique parce qu'elles stockent du CO2, qu'il faut mettre en balance justement avec cette vulnérabilité. Parce que donc, voilà, l'ensemble de ces services sont menacés par le changement climatique. Donc là, encore une fois, j'ai essayé de représenter les choses simplement. Voilà, donc ce que je viens juste de dire, là, c'est ça. C'est-à-dire, on a le changement climatique avec les différents scénarios de l'IPCC qui donc prévoient un réchauffement plus ou moins fort. Pour l'instant, on est plutôt sur la pente rouge, voire plus, qui donc impacte ce fonctionnement des écosystèmes, comme la productivité ou la décomposition des litières, par exemple, dont dépendent des services écosystémiques. Mais également, ce qu'on sait, c'est que, évidemment, le changement climatique impacte, donc, comme j'ai dit aussi au départ, la composition des communautés, donc la biodiversité des forêts. Et on sait que cette biodiversité impacte aussi les services écosystémiques, typiquement ceux liés à la diversité. On va observer plus ou moins de diversité dans ces forêts,
en lien avec le changement climatique. Et enfin, le point important, c'est qu'en fait, on sait depuis longtemps, mais on s'y intéresse surtout fortement depuis une vingtaine d'années, que la composition des forêts influe sur le fonctionnement des écosystèmes et notamment influe aussi sur l'effet des conditions environnementales et notamment changement climatique sur le fonctionnement. Et c'est pour ça que voilà, il y a actuellement un intérêt fort pour essayer de voir si justement via cet effet de la composition des communautés sur le fonctionnement, est-ce qu'il y en a intérêt en fait à promouvoir les mélanges, notamment en foresterie, pour essayer de diminuer la vulnérabilité des forêts au changement climatique. Donc j'ai essayé de faire des catégories sur ces avantages potentiels des forêts mélangées en lien avec le climat. Donc, en essayant de contraster les forêts monospécifiques de forêts mélangées. Donc, idéalement, je pense que le point le plus important, je pense que celui qui a le plus motivé d'ailleurs cette présentation, c'était un effet, y a-t-il un effet sur les risques liés au dépérissement, notamment à la sécheresse. Voilà, la diversité en essence promotait la résistance à la sécheresse. Alors, ici, là, je vous présente des résultats d'une étude qui a été faite à l'échelle européenne sur 6, on va vous montrer les résultats sur 5 grands types forestiers européens, et avec donc en gros un indice de diversité en abscisse et la sensibilité à la sécheresse en ordonnée. Et donc, le résultat de cette étude, c'est qu'effectivement, on a dans certains cas une diminution de cette sensibilité aux vulnérabilités avec la diversité, mais ce n'est pas toujours le cas. D'ailleurs, le titre de l'article, c'était ça, la diversité ne promeut pas toujours la résistance à la sécheresse. Mais globalement, on voit qu'en tout cas, ça n'augmente pas, pourtant quand même. Donc le mélange d'essence peut augmenter la résistance des peuplements à la sécheresse, mais le point important, et bon, ça va être un peu le fil rouge ou la chose à retenir, c'est que la réponse, c'est quand, ça dépend. Ça dépend évidemment du type de peuplement et d'essence, et surtout des conditions stationnelles, notamment le climat local. Et donc, il y a cette autre étude plus récente qui est un peu plus optimiste dans ce cas-là, qui montre en fait, cette fois donc à l'échelle globale, avec une autre mesure de la résistance à la sécheresse, qui a montré globalement que lorsqu'on avait une variabilité dans les traits hydrauliques dans les communautés, eh bien, la sensibilité à la sécheresse diminuait fortement. Donc voilà, cette fois, cette étude donc, suggère que avoir un mélange, en tout cas de traits hydrauliques, sur la qualité de ce trait hydraulique, donc de mélange d'espèces, augmente la résistance à la sécheresse. Et donc, c'est un micro aparté, parce que je ne savais pas trop où le mettre, mais je pense que ça va bien ici. Je voulais en profiter pour mentionner l'importance de l'effet microclimatique dans les forêts. Alors ça, c'est par exemple, cette figure est tirée d'une publication qui parle de l'effet microclimatique des forêts en général. C'est-à-dire que là, par exemple, ils ont pris, vous voyez, 3 dates, 3 événements de vagues de chaleur dans 3 zones différentes, 3 régions différentes. Et ils ont comparé juste les températures, la variation de la température entre des prairies et de la forêt pour montrer qu'au pic de la journée, il y avait toujours un effet qui pouvait être de plusieurs degrés, notamment dans le dernier exemple à droite, donc d'effet tampon de la couverture forestière sur le microclimat donc, de la communauté. Et donc, donc on a cet effet tampon microclimatique. Et donc, pour aller plus loin, je me suis dit, est-ce qu'on a déjà des résultats sur un effet microclimatique différent entre forêts monospécifiques et forêts mélangées? Alors, je sais qu'il y a beaucoup. Je connais quelques études en cours sur ce sujet, mais je n'ai pas encore trouvé de résultats. Alors, j'ai fouillé un petit peu. Alors bon, je n'ai pas non plus passé des heures, mais j'ai quand même trouvé une publication qui est en zone tropicale, mais où ils ont comparé sur plusieurs années, en gros, une forêt de plantation monospécifique avec une forêt secondaire, donc de repousse après une coupe rase en l'occurrence, et donc avec plusieurs espèces cette fois. Et globalement, ils ont montré, donc dans ce site-là, qu'il y avait bien une augmentation de l'effet tampon microclimatique dans le mélange d'essence par rapport au peuplement monospécifique.
Mais encore une fois, voilà, là, j'ai que cet exemple. Voilà, c'est quelque chose voilà, à questionner et à poursuivre. Donc revenons cette fois plus au niveau plus de l'écosystème mais de l'arbre. Est-ce que donc les arbres sont plus résistants ou plus résilients, c'est-à-dire qu'ils recouvrent plus vite un niveau de fonctionnement, typiquement leur croissance, plus rapidement, donc suite à un événement de stress hydrique en mélange par rapport au peuplement monospécifique. Donc c'est un peu le petit dessin là pour illustrer cela, c'est-à-dire après un stress hydrique, faisons l'hypothèse que en tout cas dans cet exemple-là, on voit que le peuplement monospécifique en très plein est plus résistant parce que la croissance diminue moins que le trait en pointillé qui représenterait un peuplement mélangé. Mais on a ce qu'on appelle donc la résilience, un recouvrement plus fort, parce que la pente est plus forte, des peuplements mélangés par rapport au peuplement monospécifique. Donc ça, c'est un exemple de sortie possible. Et en fait, on a testé ça sur un dispositif que j'ai mis en place, donc entre la Provence et les Alpes du Nord. Il s'agit en fait donc d'un gradient latitudinal de sites. Et au sein de chaque site, on a des ensembles triplets, c'est-à-dire deux peuplements monospécifiques d'une espèce A et B, en l'occurrence le hêtre et le sapin, ou le hêtre et le chêne pubescent, dépendamment du site, et une placette où il y a un mélange, pour justement pouvoir comparer cela. Et donc, ça, c'est les résultats d'une doctorante du laboratoire, donc Marion Jourdan, où globalement, on a trouvé que, alors c'est le même symbolisme, hein, avec les pointillés et les traits pleins, que globalement, donc on a 4 situations, 4 espèces. Dans 3 sur 4, les arbres en mélange étaient plus résistants, c'est-à-dire que vous voyez, ils rejoignent leurs données là, plus haut que le trait plein, que dans les arbres qui étaient dans un peuplement monospécifique, donc à part le hêtre dans la partie sud du gradient, et que globalement, au niveau de la pente, donc de la résilience, les peuplements, donc les arbres en mélange étaient toujours plus résilients ou pas moins résilients en tout cas que les arbres qui étaient en peuplement monospécifique. Donc tout ça pour dire que voilà, même si encore une fois il y a de la variabilité, les résultats sont contexte dépendants, mais globalement on a une tendance, en tout cas sur notre dispositif, à ce que les mélanges d'essence promeuvent la résistance et la résilience. Petit aparté microclimatique, donc on est aussi en train d'étudier si on a cet effet microclimatique différent entre mélange et peuplement monospécifique. Mais, je fais une petite faute de frappe, ce qu'on a montré notamment, c'est qu'on a du canopy packing en mélange, c'est-à-dire qu'on a plus de couverture de feuilles en mélange qu'en pur. Et on s'est posé la question sur la régénération, voilà, la sensibilité de la régénération au climat. Et en fait, on a trouvé qu'il n'y avait pas d'effet sur la régénération. Donc globalement, même si on a plus de couverture de feuilles en mélange, donc sûrement un effet microclimatique plus fort, on n'a pas d'effet, notamment lié à la baisse du coût de la lumière au sol en mélange, sur la régénération. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais encore une fois, ça reste dans notre dispositif sur un cas particulier. Donc, je vais aller plus vite sur le reste. Pour la résistance, il y a également les effets sur la vulnérabilité aux tempêtes, qui sont aussi liées au climat. Globalement, bon, voilà, vous connaissez tous ce genre d'image, voilà, d'effets de tempête en 99, que ce soit dans l'est de la France, au centre de l'Europe ou dans les Landes ici. Globalement, on sait que voilà, l'énergie est mieux dissipée généralement par des peuplements mélangés par rapport à des peuplements monospécifiques et donc sont moins sensibles aux tempêtes. Également, alors là, je n'ai pas de diapo spécifique, mais on sait que ça, c'est vraiment un effet, peut-être l'effet le plus fort qu'on connaît sur l'effet du mélange, sur le fonctionnement écosystémique, c'est qu'il est, enfin, sur la résistance à des événements, c'est qu'il est moins, les forêts mélangées sont moins sensibles aux ravageurs dans les forêts mélangées qu'en forêt monospécifique. Et notamment, ça peut concerner notamment les attaques de scolites qui suivent des événements de sécheresse. Oui, voilà, j'avais juste mis cette diapo. Et l'hypothèse, enfin, il y a plusieurs hypothèses. Une des hypothèses, par exemple, c'est juste, entre guillemets, juste que les arbres, vous savez que souvent les ravageurs sont hôtes spécifiques, c'est-à-dire qu'ils ne ciblent qu'une seule, surtout une espèce donnée. Et bien que si cette espèce donnée est en mélange avec une ou d'autres espèces, tout simplement, elle est moins détectable par le ravageur. Je voulais quand même mentionner les effets sur la productivité parce qu'ils peuvent être quand même liés à la résistance au climat. Donc, on sait, en fait, depuis un petit moment, quand même, maintenant, globalement, on a une tendance, même si l'effet est faible en moyenne, que les forêts mélangées
sont plus productives en moyenne, encore une fois, hein, que des forêts monospécifiques, à part justement donc, dans certains cas bien sûr précis, où ça peut être des peuplements monospécifiques, notamment en haute montagne, par exemple, qui sont plus productifs. Mais j'ai voulu essayer de voir quel était le lien avec le climat, justement, pour expliquer plus avec la présentation. Et on a notamment, j'ai participé à cette étude-là à gauche, on a pu montrer, donc cette fois c'est à l'échelle globale, que globalement l'effet, donc ce qui est représenté en ordonnée, c'est l'effet du mélange, enfin l'effet du mélange sur la productivité, qui est positif si on est au-dessus de zéro, et que voilà, cet effet est d'autant plus fort si on est dans une situation moins stressante au niveau hydrique. Même chose, enfin de façon reliée. Ici, on a toujours, voilà, donc cette fois c'est plus sur un site en Espagne, on a voilà, la productivité annuelle en ordonnée et la richesse spécifique des peuplements en abscisse. On a donc, vous voyez donc cette tendance, hein, quel que soit le cas, là, plus de productivité avec la richesse, mais la pente est moins forte lors des années sèches, enfin lors d'une année sèche sur cet exemple-là, qui voilà, on va dire que, encore une fois, cet effet sur la productivité, là on parle de la productivité moyenne, voilà, est sensible au climat, même si on a globalement toujours un effet positif de la diversité. Et qu'en est-il sur la résilience de la productivité? Donc ça rejoint un peu mon exemple, hein, sur le gradient dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait par exemple François Le Bourgeois et collaborateurs qui avaient montré que dans les Vosges, le sapin était moins sensible aux sécheresses quand il était mélangé, enfin, au niveau de la résilience, c'est-à-dire de sa capacité à recouvrir un certain niveau de productivité après des sécheresses. Et sur un gradient européen, un peu le même que j'ai présenté tout à l'heure, ils ont aussi confirmé cela, donc cette fois sur différents types de peuplements, mais encore une fois, avec, voilà, sur 4 cas, 4 cas sur 5, c'était bon, mais il y avait quand même un contre-exemple qui se trouve être le peuplement espagnol, je crois. Et donc, pour expliquer cela, en fait, pourquoi on a cette meilleure résilience lorsqu'on a un mélange d'essence, l'hypothèse la plus simple, c'est celle de dynamique compensatoire, c'est-à-dire que eh bien, les espèces n'ont pas les mêmes réponses en fonction des conditions climatiques de l'année. Et on peut imaginer qu'il y a une compensation entre espèces, c'est-à-dire que, par exemple, une espèce soit plus performante les années stressantes, mais moins les années plus favorables. Et donc, on a une compensation, donc une espèce de stabilisation plus forte, par exemple, du niveau de productivité de la forêt en mélange qu'en pur. Là, on a évidemment le peuplement est plus sensible aux aléas climatiques. Sur le risque feu, j'avoue que j'ai peu essayé de documenter ça. J'ai l'impression qu'on a peu d'éléments, notamment parce que les forêts mélangées peuvent avoir notamment beaucoup de sous-bois et donc être plus sensibles voilà, à du risque feu, mais dans le même temps, elles ont cet effet microclimatique qui peut être plus fort et qui peut donc aller donc tamponner ce risque feu. Donc voilà, là j'ai un peu mis la même taille de symbole. Et puis bien sûr, je ne pouvais pas quand même si c'est un peu annexe au sujet, ne pas rappeler quand même que les forêts mélangées hébergent plus de diversité en moyenne que les forêts monospécifiques. Donc voilà, voilà, juste pour terminer sur ces aspects, donc globalement, on sait que voilà, les forêts en général sont multifonctionnelles, parce que justement, comme j'ai dit au départ, elles assurent un certain nombre de services, et que cette multifonctionnalité apparaît d'autant plus forte dans les mélanges. Et il y avait toujours voilà, une étude, toujours un peu avec le même dispositif européen, qui avait notamment essayé de comparer pour tout un ensemble de processus écosystémiques l'effet de la diversité. Donc là, ceux qui nous ont intéressés pour l'instant, qui sont liés au climat, les a présentés en vert. Donc vous pouvez voir en moyenne, globalement, s'il y a un effet positif de la diversité, c'est à droite. On a globalement quasiment toujours un effet positif. Mais ce qui était intéressant de cette publication, c'est qu'il montrait que ce n'est pas le même type de diversité qui peut maximiser chaque service. Donc, autrement dit, pour maximiser tous les services, il faut avoir des forêts de plus en plus diverses. Donc voilà l'intérêt des mélanges pour diminuer la vulnérabilité au changement climatique. J'espère vous avoir apporté voilà, les éléments pour aller en ce sens. Je ne résiste pas tout de même à recontextualiser encore un peu plus avec notamment les tendances d'incitation actuelles vers de reboisement et de plantation.
pour notamment vis-à-vis de ce rôle d'atténuation des forêts que j'ai mentionné au départ, dont vous avez aussi certainement parlé. Seulement, il faut savoir que quand on parle de plantation, en France, on parle à 80%, donc ça c'est donné de l'IGN, fourni avec un graphique fourni par Nicolas Martin de l'INRAE. Vous pouvez voir que 80% en moyenne donc des plantations en France sont monospécifiques. Et donc, voilà, qui dit plantation monospécifique dit peut-être une plus grande sensibilité aux aléas climatiques, plus grande sensibilité aux attaques de ravageurs. Donc, miser massivement sur ce genre de plantation peut être, je pense, un pari risqué pour lutter contre le changement climatique. Voilà, je voulais revenir sur le fait que les forêts mélangées donc, peuvent être plus résilientes au changement climatique tout en assurant une grande gamme de services potentiellement plus grande que les forêts monospécifiques. Et donc, voilà, il y a de plus en plus, pour conclure, de plus d'exemples dans le sens de cet effet du mélange sur la diminution de la vulnérabilité. Mais je pense que le plus important à retenir, c'est qu'il y a une forte dépendance du contexte, donc des essences et des conditions stationnelles, notamment du climat local. Mais il ne faut pas oublier que les forêts mélangées ont d'autres atouts parce qu'elles fournissent de nombreux services, que cette multifonctionnalité de plus ne repose pas sur une seule combinaison d'espèces. Et en écho avec la présentation précédente, il ne faut bien sûr pas oublier que qui dit mélange d'espèces, il ne faut pas non plus oublier l'aspect de diversité génétique, donc l'aspect de mélange, j'ai envie de dire, intraspécifique, à promouvoir également. Et je terminerai sur un point que je n'ai pas abordé, mais qui est clé, c'est donc vis-à-vis de la gestion, à quelle échelle mener le mélange, bien sûr. Moi, la plupart des exemples dont je vous ai montré, c'est à l'échelle du peuplement. Or, pas plus tard qu'hier, je lisais encore une publication qui montrait, qui avait étudié est-ce que les compromis entre biodiversité et par exemple stockage de carbone, et qui montrait qu'il n'y avait pas de miracle, on ne pouvait pas maximiser les deux, et que donc si on voulait maximiser les deux, ça ne pouvait être fait qu'à l'échelle du massif. Mais voilà, en tout cas, moi, la plupart des effets que je vous ai montrés sont en fait le fait de l'interaction entre arbres, donc vraiment du mélange intime au niveau du peuplement. Je vais juste remercier très vite en une diapo les personnes avec qui je travaille sur ces forêts mélangées et surtout vous pour votre attention. C'est pas fini pour l'attention parce que vous allez encore être mis à contribution, Xavier Morin. Il y a plein de questions. Question de Bruno Fadidé, question posée par le biais du chat. Je rappelle l'icône en bas. Je rappelle aussi, tiens, tant qu'on y est, que tout ce que vous entendez depuis 2 jours et demi maintenant sera à retrouver sur la chaîne YouTube du PNR qui s'appelle Parc naturel régional Pyrénées-Ariégeoise, je crois. Voilà. Donc, Bruno vous demande, faut-il envisager le mélange pied à pied ou à l'échelle du paysage par patch pour un effet positif sur la résilience? C'est justement ma dernière remarque. C'est j'ai pas vraiment d'éléments quantitatifs en fait, parce que sur ces aspects-là, moi tout ce que je peux dire, c'est que il y a beaucoup d'aspects comme au niveau du fonctionnement des écosystèmes qui en tout cas sont montrés sur le mélange pied à pied. Mais comme je le disais, donc notamment l'étude que je disais hier montrait que, par exemple, lorsqu'on cherche à vouloir essayer de maximiser la biodiversité d'une forêt et son stockage de carbone, l'étude montrait que ça ne pouvait pas se faire, ça ne pouvait se faire qu'à large échelle, c'est-à-dire à l'échelle des massifs, où on avait en gros des parcelles dédiées à l'un ou l'autre. Donc, j'ai envie de dire, il faut vraiment décliner ça en fonction de la question. Si on parle de la résilience au climat, moi, je pense que quand même, la résilience est plus forte si on est en mélange pied à pied. Parce que là où c'est à l'échelle, on a la vraie interaction entre les arbres. Sophie voulait revenir sur l'exemple de résistance au vent. Elle écrit « Le peuplement schématisé semble irrégulier. Aussi, la dispersion de l'énergie éolienne est-elle plus liée au mélange ou à l'irrégularité du peuplement ?» Point d'interrogation. Ou y a-t-il un effet combiné? Alors, on peut imaginer qu'il y a un effet combiné, notamment, par exemple, si on parle même d'un mélange régulier entre un conifère et un feuillu, on a une plus grande rugosité de la canopée et donc peut-être une meilleure dissipation de l'énergie. Mais dans cet exemple-là, on pourrait aussi dire, mais d'ailleurs, peut-être que vu qu'on n'a qu'une seule strate, plus grosse rugosité, donc peut-être une plus grande sensibilité.
Après, très honnêtement, quand on dit mélange, on dit surtout très souvent irrégulier. Donc, voilà, moi, quand je parle de mélange d'espèces, je pense aussi pas mal donc, à une diversité et d'espèces et de structures. Après, voilà, parce que je pense que sinon, si on parle d'un effet mélange en régulier, en tout cas sur l'aspect résistance à la tempête, je ne suis pas un spécialiste, mais je pense qu'on peut imaginer voilà, on peut imaginer les deux types de scénarios. Mmh. Autre question de Bruno qui est quant au stress des arbres et à l'intérêt des mélanges pour la croissance. Est-ce que voilà, cet intérêt diminue quand le stress augmente? Est-ce que, alors, ben, c'était un peu pour répondre à ça, il y a un petit peu la diapo que je mettais là c'est sur la croissance, hein, l'effet de la diversité sur la croissance en différentes conditions climatiques, où globalement, il commence à émerger un consensus comme quoi l'effet de la diversité existe toujours, c'est-à-dire qu'en mélange, vous aurez toujours plus de productivité qu'en pur, en moyenne, encore une fois, hein. Mais en conditions stressantes, l'effet sera moins fort qu'en conditions plus favorables. OK. Quel est le lien qui existe entre la biodiversité et les services écosystémiques et comment la biodiversité influence-t-elle la fourniture des services écosystémiques dans un écosystème impacté par le changement climatique? Voilà. Ah ben, cette personne a bien résumé mon champ de recherche. Voilà. Donc, je ne peux pas vous résumer en une phrase. Mais comment la biodiversité impacte le fonctionnement écosystémique? Ben, c'est justement parce que chaque espèce a potentiellement un fonctionnement différent. Donc, qui dit fonctionnement différent, notamment en réponse au climat, va dire lorsqu'on somme le fonctionnement des différents arbres de différentes espèces dans une communauté, eh ben, on aura quelque chose de différent de si on somme que des arbres de la même espèce, simplement. Et puis, surtout, donc ça, ce serait un effet, j'ai envie de dire, purement additif, mais on a aussi ce qu'on appelle les effets non additifs, qui sont en fait des effets d'interaction. C'est-à-dire que il y a des interactions entre les arbres, entre les espèces, qui peuvent moduler le fonctionnement. Et cette interaction peut passer soit directement, ça peut être des effets négatifs, comme la compétition, même si, par exemple, mes travaux tendraient à montrer que la compétition interspécifique, donc entre espèces, est moins forte que la compétition intraspécifique, donc entre arbres d'une même espèce, ou de façon indirecte, via par exemple les mycorhizes, dont je crois qu'on va parler juste après, ou voilà, des interactions vis-à-vis par exemple des ravageurs, avec le fait que si vous avez un mélange d'espèces, vous diminuez la sensibilité d'une espèce donnée à son ravageur parce qu'elle va être diluée dans la communauté et donc fonctionner mieux, entre guillemets, enfin, par exemple, être moins sensible à ce ravageur que si elle était en peuplement monospécifique. Alors, Michael vous demande quelle différence existe-t-il entre résilience et résistance dans le cadre du fonctionnement d'un écosystème forestier? Alors, c'est vrai que je me suis dit, là, en parlant, j'ai pas fait de diapo spécifique là-dessus pour un peu clarifier ces termes. C'est vrai que moi, je suis parti surtout sur la notion de vulnérabilité, mais en fait, après, j'ai un peu dévié. Donc, en fait, pour faire simple, on a donc ce qu'on appelle en fait, la résilience en général a deux composantes. La résistance, enfin résilience ou vulnérabilité. La résistance, donc ça, c'est la capacité d'un écosystème à, j'ai envie de dire, à encaisser une perturbation donnée, qui peut être par exemple un événement de sécheresse. Savoir est-ce que, voilà, par exemple, la productivité de l'écosystème va diminuer plus ou moins fortement. Donc, s'il est très résistant, elle va peu diminuer. Et le recouvrement, qui est l'autre partie de la résilience, de la vulnérabilité, c'est la capacité de l'écosystème à retrouver un fonctionnement plus ou moins similaire à avant l'événement stressant. Donc, en gros, est-ce qu'il récupère vite ou est-ce qu'il met très longtemps à récupérer ou d'ailleurs, est-ce qu'il récupère pas du tout? Et justement, puisqu'encore une question autour de cette résilience, c'est Olivier qui demande quels sont les mécanismes derrière la relation mélange et résistance ou résilience à la sécheresse à l'échelle de l'arbre? Alors, à l'échelle des arbres, alors, typiquement, par exemple, c'est ce qu'on a un peu exploré sur le gradient, c'est justement ces aspects comment dire, de niveau de compétition différents entre la compétition intra et la compétition interspécifique. Et donc, par exemple, si, donc, comme nous, dans nos deux mélanges, on trouve en moyenne hein, que
les arbres, donc la compétition interspécifique a moins d'effets négatifs sur leur croissance sur un arbre donné que la compétition des arbres de la même espèce, donc intraspécifique, et ben, ça explique pourquoi, si, par exemple, l'espèce peut avoir plus de réserves pour résister à un stress hydrique. Ou l'autre explication, c'est cette fois au niveau des, par exemple, ça peut être au niveau de la profondeur d'enracinement des espèces, qui peut avoir des enracinements complémentaires. Alors ça, c'est un aspect qu'on n'a pas du tout exploré. Hein. Avoir voilà, une complémentarité dans l'utilisation de l'eau via les différences de profondeur ou de type d'enracinement entre espèces. Alors, une question de Laurine qui, elle, interroge sur les graines et sur leur durée de dormance sur ces différentes espèces dans les forêts mélangées. Elle demande aussi s'il y a un effet de rotation des différentes espèces qui influerait sur les types de peuplement et leur présence à un moment particulier. Alors je n'ai pas suivi la question sur la dormance. Sur la dormance des graines. Voilà, j'imagine combien de temps elles peuvent rester comme ça avant de donner un arbre. Oui. J'imagine que ça fait des rotations de poussées. Alors là, on parle c'est vous qui êtes censé décrypter ça, hein, pas moi. Alors, il y a des banques de graines dans le sol, effectivement, avec des graines qui peuvent être dormantes. Moi, tout ce que je peux dire, voilà, c'est qu'effectivement, ces banques de graines déterminent, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de la régénération naturelle, donc effectivement, on a des cohortes d'espèces qui vont, donc, on va dire, d'espèces de jeunes pousses de l'année qui vont dépendre effectivement de cette banque de graines, effectivement, de leur réponse au climat. Parce que les dormances des graines sont levées par le climat. Et d'ailleurs, on a plutôt une tendance actuellement avec justement la levée de dormance est un peu perturbée parce que justement le réchauffement fort perturbe, c'est notamment au niveau de l'hiver, les processus écophysiologiques de levée de dormance. Donc voilà, effectivement, ces banques de graines qui déterminent la composition future du peuplement. Et on sait aussi que, je ne sais pas si c'est vraiment l'objet de la question, mais que les semis de l'année vont avoir des réponses différentielles au climat que les adultes, par exemple. Et voilà, c'est pour ça que pour comprendre les peuplements du futur, il faut un peu aussi prendre ça en compte, ces aspects différents des sensibilités des semis au changement climatique par rapport aux adultes. Encore pas mal de questions, Xavier Morin. Quels sont les exemples supposés ou établis de dynamiques compensatoires pouvant atténuer l'effet de la sécheresse? Alors, des exemples de dynamiques compensatoires. Ouais. Supposés ou établis, hein. Alors, supposé ou établi, le plus simple qui me vient en tête, c'est lorsque vous avez notamment de fortes différences de phénologie. Par exemple, vous avez, à l'intérieur d'une même année, hein, par exemple, un feuillu, le conifère va utiliser une partie de l'eau du sol durant l'hiver parce qu'il a toujours ses aiguilles, par rapport au feuillu qui, lui, va développer ses feuilles donc, pendant le printemps et en été et utiliser le plus l'eau donc à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est un exemple de différents fonctionnements au cours de l'année. Et donc on pourrait imaginer en termes cette fois en interannuel, par exemple, si vous avez une espèce qui est très résistante à la sécheresse, qui permet donc justement qui garde ses feuilles même malgré les moments de sécheresse, et qui par exemple permet un microclimat, garder un microclimat moins stressant, moins sec dans la forêt, qui va profiter à l'espèce accompagnatrice qui, elle, est censée être plus sensible. Alors qu'on est dans un peu monospécifique de l'espèce sensible, on n'a pas cet effet-là. Quand on parle de mélange d'essences, demande Yannick, quand on parle de mélange d'essences, est-il conseillé une ou deux essences plantées majoritairement? Alors, ça fait un peu écho à la diapo que je vous montrais sur l'aspect multifonctionnalité. Montrer que, en fait, plus on veut maximiser de services, plus il faut de la diversité. Et voilà. Après, je sais bien qu'il y a des… lorsqu'on est en termes de gestion, c'est de plus en plus compliqué, bien sûr. Plus on a d'espèces dans le mélange, plus c'est compliqué à mener. Mais globalement, on a déjà des effets évidemment très forts entre deux espèces et une. Moi, d'ailleurs, la majeure partie de mes recherches, c'est ça, hein, c'est sur des peuplements à deux espèces contre une espèce. Mais il y a quand même beaucoup d'indications comme quoi, même de preuves scientifiques, que beaucoup de processus écosystémiques sont améliorés lorsqu'on augmente cette diversité. En moyenne, encore une fois. Ouais.
Gaëtan ne comprend pas pourquoi maximiser carbone plus biodiversité ne peut pas se faire à l'échelle du peuplement ou de la parcelle. Alors, merci Gaëtan. Oui, alors moi encore une fois, là, je me base surtout, c'est pour ça que je suis un peu mal à l'aise. J'ai juste sur une publique, j'ai lu hier qui montrait cela donc sur des forêts européennes, enfin, je crois des forêts de chênes et de hêtres, surtout en France et en Allemagne. Mais après, voilà, ça c'est vraiment pour l'aspect diversité carbone et diversité, je pense diversité au sens large, hein, pas diversité notamment en arbres. Mais voilà, c'est une étude. Donc, je voulais en fait mentionner ça, surtout pour mettre un peu d'eau dans mon vin et pas paraître de donner que voilà, des arguments, surtout certains où sont un peu, j'ai envie de dire, où il y a une partie aussi d'opinion. Donc voilà, c'était pour montrer que voilà, on pouvait tempérer un peu les choses. Mais encore une fois, c'est une étude, donc ça reste à généraliser, hein. Voilà, juste dans la conclusion de cette étude où il disait du coup, peut-être que pour maximiser cela, il faut réfléchir à l'échelle du massif et pas du peuplement. Mais encore une fois, j'en reviens à ce que je disais au départ, qu'il y a quand même énormément de processus écosystémiques, notamment ceux liés à la résistance et à la résilience, qui dépendent du niveau pied à pied et donc du mélange intrinsèque. L'étude, il y en a notamment les forestiers qui sont réunis au parc naturel régional qui aimeraient bien en avoir les références. Oui, ben, très bien, mais je pourrais, si vous voulez, je pourrais vous envoyer la liste des références que j'ai citées, voire même un peu plus. Bah, Raphaël, je pense, vous pouvez Oui, faire je le pourrais lien. envoyer un Raphaël. Ouais. Bien. Alors, question gros sous maintenant, on a vu un mécanisme se mettre en place avec la PAC pour l'agriculture, c'est-à-dire amener un type de culture en le finançant, en fléchant les choses. Est-ce qu'il y aurait une volonté politique de faire pareil avec la forêt pour rémunérer des services écosystémiques qu'elle pourrait rendre? C'est une question des forestiers aussi. Bah oui, je sais qu'en tout cas, les collègues que je connais en économistes, en tout cas, certains travaillent là-dessus. En fait, ils font des modèles pour essayer de voir si, par exemple, l'encouragement via subvention ou à l'inverse, de pénalisation financière en fonction de certaines pratiques et vis-à-vis de certains services peut être efficace pour justement améliorer, enfin, ou du moins aller vers davantage de maximisation d'un certain nombre de services. Donc oui, je pense que c'est une piste intéressante. Ça pourrait amener des replantations, c'est Bah, c'est tout, l'idée? tout dépend après. Voilà. Alors après, quand on est sur l'aspect implantation, voilà, c'est ça, c'est essayer de contraindre, notamment. Enfin, moi, je vois, j'ai un peu, j'ai participé notamment à une lettre enfin, je coordonnais même une lettre de chercheurs qu'on a écrit aux députés donc à la rentrée au sujet du plan de relance, notamment sur l'aspect reboisement, où justement nous on militait, enfin on milite, on demandait à ce qu'il y ait des conditions, notamment pour l'attribution de ces financements de reboisement, notamment des conditions vis-à-vis de promouvoir le mélange et aussi d'éviter les coupes rases qui vont souvent avec les plantations. On va vous laisser souffler bientôt. Dernière question, alors j'essaie de la remettre, j'ai du mal à la remettre bien d'aplomb. C'est, Philippe Dreyfus qui vous demande, enfin qui demande et qui d'abord dit il a dû réagir à un de vos propos. Il dit: «Plus idéalement oui, plusieurs espèces résistantes car mieux vaut, une espèce résistante qu'un mélange d'espèces sensibles». Exemple, hêtre et sapinière. Est-ce que la composition qui est-ce que ce n'est pas la composition qui compte plutôt que le caractère mélangé en soi? Pardon, ça écrit à côté sur ma feuille Je et vois, j'ai je du vois. mal. Pardon. Non, mais ne m'étonne pas de Philippe. Non, Euh, non, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est Raphaël qui fait bouger les curseurs pendant que je lis. Bonjour Philippe. Euh, oui, alors, ben, voilà, ça reste effectivement à défricher, j'ai envie de dire, sans jeu de mots. Après, évidemment, je suis tout à fait d'accord. Mieux vaut une espèce résistante qu'un mélange d'espèces sensibles, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est là où je disais encore une fois, au niveau de la contexte dépendance, certes au niveau stationnel et du climat, mais surtout au niveau des espèces qu'on met. On sait qu'il y a des types de mélanges, par exemple, qui ne peuvent pas coexister. Enfin, les espèces ne peuvent pas coexister. Donc, on sait qu'on a des mélanges qui sont voués à l'échec. Donc, c'est vraiment à réfléchir. C'est là où le travail du forestier, les connaissances du forestier sont importantes sur quels mélanges on sait peuvent fonctionner à tel endroit. Ça n'exclut pas du tout l'expérimentation, bien sûr. Hein. Mais effectivement, je pense que c'est l'identité des espèces. Si vous voulez, ça, c'est un peu aussi un des résultats de mes propres recherches sur ce sujet. L'identité des espèces qu'on mélange est
évidemment plus importante que le mélange lui-même. Et oui, voilà. Allez, une petite réflexion, une petite précision de Jean-Louis qui nous dit résistance en mécanique, c'est contenir un effort et résilience, c'est encaisser des chocs. Ça, c'était pour la différence. Gaëtan qui nous parle de l'étude et qui dit le résultat de cette étude paraît curieux, il faut élargir le regard. Et puis, dernière question, c'est une question de Mélanie qui dit au Québec, les modèles prédisent plutôt une faible résistance des forêts mixtes et les synergies ne sont pas toujours évidentes. Les néomélanges sont-ils plus résistants que des mélanges observés in natura? Cette question rejoint la précédente. Il faudrait voir de quel public il s'agit. Moi, les publics que je connais au Québec sont surtout issus de plantations expérimentales qui montrent des effets d'interaction entre les espèces, mais effectivement, peut-être qu'ils montrent des choses aussi au niveau de la résistance et peut-être plus faible. Mais en tout cas, ça m'étonne. Les forêts naturelles, en tout cas, au niveau de la résistance, ça dépend de quelle résistance on parle. En tout cas, au niveau climatique, moi, je n'avais pas connaissance d'études qui montrent une plus grande sensibilité des forêts mixtes par rapport aux forêts monospécifiques, mais je suis preneur de publis s'il y en a. Et par contre, au niveau des plantations, ça ne m'étonnerait pas que ça arrive parce que voilà, les plantations ont des caractéristiques spéciales. C'est Julie qui voulait juste savoir s'il faut assister la migration de certains mélanges depuis le sud vers le nord ou conserver des mélanges d'espèces locales ou un mix des deux. La migration assistée, c'est donc pour tout le monde, pour que ce soit bien clair pour tout le monde, c'est donc l'idée donc en prévision d'effets du changement climatique, on va transplanter, on va planter du moins des espèces qui sont actuellement censées être plus adaptées, soit donc plus adaptées au changement climatique, soit on translocate une espèce qui va être sensible ailleurs, par exemple plus au nord, pour essayer de diminuer sa vulnérabilité. Pour moi, c'est un peu, vous voyez, c'est deux questions qui sont liées, le mélange et ça, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a l'interaction va dépendre encore une fois de l'endroit où on veut faire cette migration assistée, autrement dit ces plantations, et donc l'endroit donc dans les conditions de station et de climat local et les espèces concernées. Donc encore une fois, c'est ça à réfléchir, sur toutes ces modalités. Et toujours est-il que, avec tout de même dans l'idée que, a priori, le mélange paraît être un bon pari pour diminuer cette vulnérabilité, et même dans le contexte de la migration assistée.